combien d'installations en France? Combien d'installations en France? On pense que cette année, il faut que je refasse un calcul de tête pour le traduire en nombre d'installations, cette année 250 mégawatts. Vous m'autorisez à sortir une calculette? Je vous en prie. Le marché évolue tellement que ce sont des chiffres qu'on n'a pas en tête au fur et à mesure qu'on avance. Et je vais essayer de le réévaluer par le marché. Cette année, 250 mégawatts. Allez, je prends la calculette. 250. L'an dernier, 100. On est à 350. Les années précédentes, 50. Donc on est à 400 mégawatts. 400 mégawatts, grosso modo, la puissance moyenne d'une installation doit être de 5 kilowatts. Ça fait 80 000 installations en France. L'ordre de grandeur. Depuis 2007 Depuis le début, depuis 2007, c'est depuis 2007 qu'il y a des installations. Donc on est à moins, pour vraiment raisonner grande maille, parce qu'il n'y a pas de compteur officiel qu'on est tous en main, on est à moins de 100 000, nettement en dessous de 100 000 installations. Chez les particuliers. Tout confondu. Ce nouveau décret, c'est pas une surprise pour personne dans le milieu. Non, on s'attendait à ce nouveau décret. Il a d'ailleurs fait l'objet de négociations entre la profession et les pouvoirs publics. Et le réajustement des prix était souhaitable pour faire un système tarifaire durable. Durable. Alors durable en ce sens que l'énergie solaire photovoltaïque a besoin d'un soutien. Aujourd'hui, elle a un double soutien, le crédit d'impôt et un prix d'achat de l'énergie solaire qui est une forme de subvention. Ce soutien, ce n'est pas une finalité. C'est un moyen d'accompagner la croissance du marché jusqu'à ce qu'on puisse se passer de subvention. C'est pas un peu trop tôt? Non. Non, les prix ont bien baissé cette année et il était normal que dès cette année, on commence à faire baisser les prix. C'est même un bon signal que la profession doit émettre en direction des pouvoirs publics pour montrer que tous ont fait les efforts pour que les prix de revient se serrent et que progressivement, on arrive à se passer de soutien. Donc non, c'était le moment que sorte cet arrêté. Mais les secteurs recherche et développement vont en prendre une petite claque? Pas particulièrement. En fait, je dirais les secteurs les plus affectés, les particuliers, le secteur du résidentiel est absolument pas affecté. Puisqu'aujourd'hui, les nouveaux contrats qui seront signés avec les nouveaux clients vendront leur énergie à 58 centimes au lieu de 60 centimes. Et cette baisse est en fait inférieure à la baisse de prix de revient qu'il y a eu sur les installations, et également inférieure au fait que nos clients financent leurs installations généralement par un emprunt, et que les taux d'emprunt se sont plutôt tassés ces dernières années. Donc globalement, quelqu'un qui signe un contrat cette année, malgré le nouvel arrêté, a un niveau de rendement et de rentabilité financière de son projet qui est plutôt un petit peu meilleur que l'an dernier. Vous avez un problème sur l'indexation du prix du matériel, c'est indexé, ce que je lisais, après vous allez me confirmer ou infirmer, les prix sont indexés sur les surstocks chinois, mais vous avez en face les Américains qui sont en très très grosse demande. Comment ça va s'équilibrer? C'est-à-dire que vous jouez sur une baisse du coût du matériel, mais en même temps... Alors en fait, il y a eu l'année dernière une forte baisse du coût du matériel, avec un côté structurel, un côté conjoncturel. Conjoncturellement, il y avait une surproduction liée en fait à l'effondrement dramatique du marché espagnol, qui avait fait un excès de subventions, qui a réalisé soudain qu'il ne pouvait pas financer durablement ces subventions et qui s'est arrêté d'un coup. Donc vous avez surproduction à un moment et un peu de panique chez les producteurs et baisse des prix violente. Donc ce côté-là, il n'est pas forcément durable. Il y a des gens qui baissent les prix parce qu'ils ont des besoins de trésorerie dans les usines. Mais il y a également une baisse des prix liée au fait que le marché a énormément grossi, que les usines ont un effet d'échelle, une amélioration de la recherche et développement, et qui fait qu'il y a une baisse des prix durable aussi. Donc il y aura un petit rebond dans le prix pour supprimer le côté conjoncturel, mais globalement, le prix du photovoltaïque baisse, et il va baisser dans les 10 années qui viennent encore. Alors, le marché du photovoltaïque, il a 3 segments, le résidentiel, les grandes toitures, soit chez des agriculteurs, soit sur des toitures industrielles, et puis les centrales au sol. Le nouveau décret n'affecte pas beaucoup ni le résidentiel, ni les grandes centrales au sol, où les tarifs sont sensiblement maintenus. Il donne de nouvelles règles du jeu un peu plus draconiennes sur les grandes toitures. Le but était d'éviter que soient considérées comme des grandes toitures intégrées en bâtiment des installations qui souvent étaient seulement des installations photovoltaïques, perchées sur des supports un peu élevés et présentées comme des prétendus bâtiments, des bâtiments qui n'hébritaient rien du tout. Donc en fait, ça revenait à faire des centrales au sol maquillées en bâtiment pour bénéficier du tarif d'intégration au bâti. Et c'est cet aspect-là que l'administration a voulu canaliser en disant le tarif intégré au bâtiment, il sera applicable à une certaine catégorie de bâtiments. Ce seront les habitations résidentielles, les immeubles de bureaux, les écoles et les bâtiments d'enseignement. Donc ces bâtiments-là, on pourra faire de l'intégré au haut niveau. Sur d'autres bâtiments
mais qui abritent quand même, qui sont vraiment des bâtiments, au sens qu'ils abritent au moins des biens, ou des personnes, ou des activités, le tarif sera un petit peu moins élevé. Il sera toujours possible, mais un petit peu moins élevé. Alors, en fait, c'est EDF il y a un vrai, réel nouveau marché durable. Il y a un objectif, si on prend 2 pas de recul au-delà du photovoltaïque. Il y a une réalité, c'est qu'il y a des objectifs d'arriver à nous passer du pétrole, et pour nous passer du pétrole progressivement, d'éviter de se passer du pétrole en remplaçant par le charbon, ce qui serait une catastrophe écologique, donc de donner la priorité pour nous passer progressivement du pétrole, priorité aux énergies faiblement émettrices de CO2. Dans ce contexte-là, un objectif, au moins 20%, et même la France a poussé à 23% d'énergie de type renouvelable. Aujourd'hui, on est à 10%, il faut donc doubler la dose. Et le but du gouvernement, c'est vraiment de dire, 1, on augmente les énergies renouvelables, 2, on développe tout ce qui est économie d'énergie. La plus belle des énergies, c'est quand même celle qu'on ne gaspille pas. Et ce sont ces 2 leviers qui, progressivement, permettront de maintenir un bon confort en termes d'énergie, sans pour autant faire exploser la courbe de la demande en énergie et donc des émissions de CO2. Voilà le contexte dans lequel on s'inscrit. Alors, à l'intérieur de ce contexte, production d'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolienne, biomasse, bois énergie. Ensuite, maîtrise de l'énergie, ça passe par en effet toutes les solutions de maîtrise de l'énergie dans l'habitat ou dans les usines. Ce sont des constructions de bâtiments de plus en plus intelligents, des bâtiments de mieux en mieux isolés. Donc là, c'est la succession des réglementations thermiques, des lois de plus en plus draconiennes. Les permis de construire ne seront autorisés qu'avec des règles de plus en plus sévères en termes de qualité de construction. Et puis un dernier axe, toujours dans l'économie d'énergie, c'est la notion de réseau intelligent. C'est de faire en sorte qu'on gaspille le moins d'énergie possible dans la transmission d'énergie sur les réseaux. Et si on réduit la consommation d'énergie, on réduit les ventes d'EDF. Oui. Donc on substitue toujours quelque chose. Alors très clairement, ce marché existe. Alors il y a une époque où, lorsque vous étiez promoteur des énergies renouvelables, très clairement, il a fallu se heurter à des résistances très fortes chez EDF, et je dirais de manière générale chez toutes les personnes qui avaient une vision mono-énergie nucléaire. Il est arrivé un déclenchement où d'abord chez EDF on a commencé à avoir moins de résistance, une prise de conscience auprès des décideurs, que ce soit chez EDF au niveau des gouvernements, et aujourd'hui on est dans la phase où même des entreprises comme EDF se disent, non seulement il ne faut pas faire de résistance, c'est un combat d'arrière-garde, mais 2, finalement c'est un marché d'avenir. Et EDF, comme les autres, est une entreprise qui se dit, je vais faire du business dans le domaine des énergies renouvelables. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit EDF aujourd'hui faire des offres de photovoltaïque, faire des offres aussi de cheminées pour du bois énergie. Et EDF, parmi d'autres, se dit, finalement, parmi les autres, je vais faire des offres. Avec un avantage énorme qu'a EDF, c'est 30 millions de clients. 30 millions de clients existants. Alors EDF a son propre réseau de sociétés d'installateurs avec un système de labellisation pour canaliser qui propose quoi et essayer de fédérer les entreprises qui fournissent le photovoltaïque. Donc ce sont vos concurrents. EDF est clairement un des concurrents d'Evasol. Et réciproquement, Evasol est sans doute le plus sérieux concurrent d'EDF sur le domaine de la vente de l'énergie photovoltaïque auprès des particuliers. La France est un acteur européen, mais qu'est-ce que c'est quoi? Comment est-ce que ça va s'organiser? C'est-à-dire que là, le décret qui vient d'être passé, c'est un décret gouvernement français. Alors, le décret qui vient d'être passé, qui est un réajustement d'un ancien décret, le premier datait de juillet 2006, ce nouveau décret réajuste la règle du jeu. Ce décret s'inscrit dans une vision européenne, qui est le paquet énergie. Et avec un triple objectif européen, qui est 20% d'énergie d'origine renouvelable, 20% d'émissions de CO2 en moins, et 20% de baisse de consommation d'énergie. Donc ces 3 objectifs, qui sont des objectifs que collectivement s'est donné l'Europe, ont été déclinés en France dans le cadre du Grenelle de l'environnement, et la France a même poussé un petit peu en disant nous, non seulement on fera 20%, mais on se donne même objectif 2020, 23% d'énergie d'origine renouvelable. Mais le tout est vraiment dans le cadre d'une politique globale. Ensuite, bien sûr, chaque pays met ses incentives et ses règles propres. En France, encore aujourd'hui, malgré le dernier décret, le tarif d'achat d'électricité solaire en France est le plus généreux du monde. Et ce tarif le plus généreux du monde est parfaitement justifié par le fait que la France a quand même quelques wagons de retard. La France encore, cette année, quand je dis cette année, pardon, l'année qui vient de s'écouler, en 2009, le marché français sera de l'ordre de 250 MW installés. Il faut savoir que, ça c'était toute l'année 2009, en un semestre, en Allemagne, il s'est installé 3 gigawatts, c'est-à-dire 3000 MW.
3000 en 6 mois d'un côté, 250 en 1 an de l'autre côté. Donc la France a un retard à rattraper. Et il n'y a pas de miracle. Pour rattraper le retard, il faut motiver les professionnels et il faut une règle un petit peu supérieure aux autres pays. Ensuite, l'ensemble va certainement converger vers des règles économiques. Parce qu'il y a quand même un problème quand on paye 0,58 euros, quand on achète 0,58 puis qu'on revend 11,25 en heure pleine et 7,32 je crois en heure creuse. Il y a un moment donné où ça peut coûter beaucoup plus cher à tout le monde. Si on parle d'une augmentation de 10-11% et que ce décret viendrait un peu essayer de limiter les dégâts. Les coûts. Alors très clairement, en quoi consiste le tarif d'achat d'électricité ? C'est une taxe, c'est vraiment un taxe, ce n'est pas une subvention qui vient du budget de l'État, c'est un système de péréquation, ce sont les consommateurs qui s'échangent entre eux, c'est une péréquation. C'est-à-dire que sur les factures d'électricité de tous les foyers, vous avez une taxe qui est la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, qui aujourd'hui doit être à hauteur de 0,25% de votre facture d'électricité, qui alimente une cagnotte, et cette cagnotte qui est collectée par EDF et redistribuée par EDF, c'est pas EDF qui achète l'énergie, c'est EDF qui collecte et redistribue. Cette cagnotte sert à payer les énergies de demain qui ont aujourd'hui encore un surcoût. Bien entendu, si on sous-paye les gens qui décident d'investir dans l'énergie solaire, ils ne seront pas motivés et l'énergie solaire ne se développera pas. Si on les surpaye, il y a un autre effet pervers, c'est qu'éventuellement on ferait enfler le coût de cette CSPE et tout d'un coup, au prétexte de développer les énergies renouvelables, on alourdirait de 5, puis 10, puis 15% le prix de l'énergie de toutes les factures d'électricité en France. La vraie question, c'est de trouver le juste prix, c'est de trouver le juste équilibre. Le gouvernement a considéré, avec ce qui s'était passé avec l'ancien tarif, que le prix devenait trop élevé, que le développement très rapide de l'énergie solaire, notamment en grande toiture, risquait finalement de coûter trop cher en CSPE et qu'il était temps de commencer à réguler. Globalement, le but est bien d'arriver en 2020 à nous passer d'un tarif spécifique de l'énergie solaire. C'est-à-dire de faire en sorte qu'en 2020, en raison des baisses des coûts de l'énergie solaire et de l'augmentation du coût des notes d'électricité, liée à la raréfaction de l'énergie de manière générale dans le monde, un particulier, ça sera le premier élément de ce qu'on appelle la parité, la grid equity, c'est que normalement, d'ici une dizaine d'années, un particulier devrait dire « j'ai tout intérêt à mettre des panneaux solaires sur mon toit, à les acheter au prix de marché, à ne demander aucun crédit d'impôt, à ne pas demander à revendre mon énergie solaire à un prix spécifique au prétexte qu'elle est solaire, mais simplement grâce aux panneaux solaires que j'ai achetés, je consomme moins et j'y trouve mon intérêt. » Et là, on sera vraiment arrivé à un moment où il y aura un marché naturel, sans soutien. Attends, je consomme moins, mais je n'ai pas le droit d'utiliser l'électricité que je produis, sauf si je suis dans un lieu isolé. Donc, comment... Ah si, alors attention, là aujourd'hui, le système est que quand vous mettez des panneaux solaires aujourd'hui, vous avez la première solution qui consiste à dire j'autoconsomme ce que je produis, et l'autre solution qui vous est bien plus favorable, c'est-à-dire ce que je produis, je le vends, c'est-à-dire qu'il est mesuré à la sortie des panneaux solaires, et je le vends à un tarif qui est bonifié. C'est une forme de subvention vertueuse, puisque c'est une subvention qui est proportionnelle à ce que vous produisez. Donc il n'y a pas d'obligation à revendre son électricité. Il n'y a pas d'obligation à revendre son électricité à EDF. Mais c'est votre intérêt, c'est l'intérêt de tout investisseur. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est votre intérêt, simplement parce que le tarif de vente de l'électricité fait que vous y trouvez un levier, parce qu'il est surpayé, ce prix de l'électricité. On peut imaginer que dans une dizaine d'années, avec l'augmentation des prix généraux de l'électricité, progressivement, on puisse faire quasiment disparaître ce prix spécifique de l'électricité solaire, et que le simple fait que le particulier consomme moins d'électricité sur son réseau suffise à le motiver à garder son installation solaire. À quoi va servir EDF à terme? Alors, à être équipementier? Non. Il ne distribue plus d'énergie. Si je prends comme ça, que j'idéalise complètement ce que vous venez d'exposer, à un moment donné, sachant que la France est quand même avant tout rurale, j'ai beaucoup d'habitations individuelles, je vais avoir une grosse proportion de population qui va pouvoir s'auto-alimenter. Oui, alors en fait, il ne faut pas être intégriste comme l'ont été les pro-nucléaires. La vision du mono-énergie n'est pas la bonne. Il faut voir qu'à terme, aujourd'hui, on a une énergie solaire qui représente epsilon dans le mix énergétique français. Le but est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas atteindre assez rapidement, d'ici une dizaine d'années, 10%, voire 20% d'énergie solaire. L'objectif, il est celui-ci. À côté du solaire, il restera besoin d'éoliennes, encore pendant un certain temps, de nucléaire, et progressivement, simplement, il faut faire un mix énergétique. Mais aujourd'hui, même si on couvre le toit des résidences principales de panneaux solaires, on n'en est pas à avoir un plan à moyen terme permettant d'envisager d'électrifier l'industrie française par énergie solaire. Simplement de passer de 0 à 10, puis 15, puis 20%.
Et puis il y a le problème du fait qu'aujourd'hui, EDF, c'est quand même une forme de mutualisation, donc d'équité. Autonomiser au maximum les gens, c'est aussi les faire sortir d'une forme d'équité. C'est un peu la problématique comme avec la Poste. Alors, de toute façon, ce qu'il y a de clair, c'est qu'il y a une petite révolution pour... on passe d'un système qui était monoproducteur d'électricité, seulement EDF, monodistributeur d'électricité, qui était seulement EDF. Aujourd'hui, on se retrouve avec un réseau qui est géré par ERDF, qui a été filialisé, dans lequel il pourrait y avoir plusieurs producteurs d'électricité et un accès à tous à ce réseau de distribution d'électricité. Les grosses difficultés techniques pour EDF ou ERDF de manière collective, c'est qu'initialement ce réseau avait été pensé de manière un peu jacobine, avec des grosses centrales qui distribuent, et progressivement il faut penser énergie répartie. C'est-à-dire que non seulement il y aura toujours et encore pendant un certain temps des grandes centrales qui injecteront de l'énergie dans ce réseau, mais il y aura aussi de la production clairsemée sur les toits, sur le lieu d'utilisation, qui est un gros avantage dans le cas de l'habitat. Bien entendu, l'énergie que vous produisez sur votre toit, quand on dit qu'elle est revendue au réseau, ça ne va pas pour autant dire, si on s'amusait à tracer les électrons qui partent à l'autre bout du département, ce que vous produisez sur votre toit est grosso modo consommé dans votre maison. Et donc il n'y a pas de frais de transport d'électricité. C'est un avantage de l'énergie répartie. Donc globalement, on va vers un nouveau réseau qui sera géré avec des sources de production réparties sur l'ensemble du réseau, mais également des points forts de production forte avec des grandes centrales. Dans le sud de la France, chaque fois qu'il y a une pointe de froid, il y a des gros problèmes d'acheminement, puisqu'apparemment au niveau des sources d'énergie, le sud de la France n'est pas très... Il manquerait, alors c'est pas, ma spécialité n'est pas celle du réseau, mais malgré tout, on sait qu'il manquerait une grande ligne de transport pour alimenter le sud de PACA. Donc la Côte d'Azur a des difficultés, soit quand il y a des grandes périodes de froid, soit également lorsque les climatisations marchent à plein régime en période estivale et que tous les hôtels sont pleins. Et très clairement, et c'est ce deuxième pic qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que si on fait une production massive d'électricité d'origine photovoltaïque en PACA, ça permet d'envisager le lissage de ce pic de demande d'électricité lié à la demande de climatisation en plein été. Donc là, on voit qu'il y a une corrélation entre produire de manière locale et réduire les nécessités de faire des grandes lignes de transport. Grâce à la production locale, on peut envisager de se passer de grandes lignes de transport. Si ce n'est que, par exemple, j'avais lu que lorsqu'il y a des pointes, on ne peut pas utiliser le photovoltaïque, on ne peut pas utiliser non plus le nucléaire. D'un seul coup, on se rabat sur le fossile. Alors, le nucléaire a un défaut majeur, c'est que le nucléaire ne peut pas monter en régime et diminuer en régime de manière très simple. Donc quand il y a un pic, c'est pas en appuyant sur l'accélérateur d'une centrale nucléaire qu'on passe le pic. Ça, c'est le défaut du nucléaire. De son côté, le solaire a également ses limites. Le solaire produit quand il y a du soleil. Donc le solaire est une énergie qui a une facette un petit peu aléatoire. Donc le solaire n'est très clairement pas la bonne énergie pour passer le pic de production lié au chauffage nocturne ou au pic de production l'hiver, vers les 19h, 20h, lorsqu'il y a un pic de production. C'est pour ça que le solaire n'est pas... La vision tout nucléaire avait des lacunes très fortes. La vision tout solaire serait intégriste et aurait également d'énormes lacunes. La bonne solution est normalement dans un mix énergétique dans lequel le solaire a actuellement une position nulle, quasiment nulle, et doit obtenir une position confortable. Mais pas tout solaire. Très clairement, on ne sait pas résoudre la difficulté du pic de 19-20 heures avec l'énergie solaire.